tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Cette fois-ci, on est sur le bilan du mois d'octobre. Honnêtement, je pensais pas avoir eu le temps de lire beaucoup parce que énormément de boulot à cette période de l'année. Et finalement, comme vous pouvez le voir sur la miniature, si, j'ai quand même lu un petit peu. Peut-être pas autant que ce que j'aurais pensé, mais c'est déjà pas mal. Alors vous allez avoir un petit condensé avec certainement des lectures que vous retrouverez dans de prochaines vidéos sur le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il y a des lectures qui sont dedans. Il y a également des lectures qu'il y avait dans le Greek Mythologic Book Challenge, ainsi que divers respects que j'ai, mais où je m'attarderai un petit peu plus dans une autre vidéo qui leur sera spécialement dédiée. Donc, finalement, commençons tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Alors, j'ai essayé de les regrouper en catégories, on va dire, et on commence tout de suite avec L'Enfant et le Maudit, où je continue ma série. J'en suis au tome 7, c'est toujours de Nagabe, et c'est toujours chez Comico Édition. Et c'est toujours aussi chouette. La fin, ouh là 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 là, le tome 8, ça appelle le tome 8 absolument, il y a énormément de rebondissements et d'accélération dans ce tome-ci. On sent qu'on se rapproche du dénouement final petit à petit, et qu'il y a de plus en plus de trucs un petit peu conte cruel comme je disais au tout début. Je vous en dis pas plus parce que c'est un tome 7, c'est toujours aussi bien. J'aime toujours autant l'histoire et le dessin, et j'ai très hâte du tome 8. Un autre manga avec le tome 2 de L'Éden des sorcières. C'est toujours de Yumeji, c'est toujours chez Kiun, et dans la catégorie des seinen. Et bien ça y est, j'aime bien. J'avais un petit doute concernant le premier tome parce que c'était sympa, j'aime beaucoup le design, l'histoire, loin d'être originale, est quand même assez captivante, mais le tome 1 était assez vide et assez plat. Alors certes, c'était histoire de mettre justement l'histoire en route, mais j'attendais d'avoir le tome 2, voire peut-être le tome 3 pour pouvoir me faire une vraie opinion de si j'aimais bien ou non. Et avec le tome 2, oui, ça y est, ça commence enfin à partir sur de l'action, sur des questions, sur des trahisons, c'est-à-dire des retournements de situation. Enfin, on a quelque chose à se mettre sous la dent qui est très sympa. Donc maintenant, ça y est, j'ai hâte d'aller lire le tome 3, le tome 4 et de continuer dans ma progression parce que c'est toujours aussi beau graphiquement. L'histoire commence à devenir un petit peu plus captivante quand même que dans le premier. Et il y a toujours ces interrogations sur les sorcières, sur les gens qui les poursuivent, et on a envie d'en savoir plus. Je vous montre juste. Voilà, histoire de vous montrer le design si jamais vous ne connaissiez pas le tome 1, sinon je vous renverrai à ma vidéo quelque part dans le petit juste ici, pour que vous puissiez voir un petit peu plus les dessins. Un autre manga, et c'est le dernier qu'il y aura pour cette vidéo-ci, un petit Senseiya. Ça faisait bien longtemps que je vous avais pas bassiné avec cette série qui est chère à mon cœur. Et là, c'est le recueil d'histoires qui est paru dans la série Senseiya de Lost Canvas, toujours chez Kurokawa, toujours de Shiori Teshirogi et Masami Kuramada. Et bon, c'était trop bien. J'aime beaucoup cette série de Lost Canvas. Les dessins de Shiori sont tellement beaux. Elle a réussi à sublimer ce que Kuramada avait fait. Toujours avec son appui bien évidemment, mais elle a réussi à rendre plus dynamique, plus jeune, plus moderne les dessins que Kuramada avait fait, et à nous faire encore plus aimer tous ces chevaliers d'or, d'argent, de bronze ou autres. C'est chouette, là on apprend un peu plus, que ce soit sur les bronzes, sur quelques spectres, sur 2-3 golds. On en apprend un peu plus sous le coup de petites histoires comme ça, très sympas, qu'on n'avait pas dans l'histoire originale, que ce soit dans Lost Canvas ou Lost Canvas Chronicles, Chronicles étant centré sur l'histoire de chaque gold. Et là, c'est toujours aussi sympa, regardez, c'est très très beau dessin. La mise en scène est toujours aussi dynamique. Moi je sais que j'aime beaucoup ce style. Et ouais, je suis vraiment fan des Chevaliers d'Or, de ce qu'elle a fait des spectres, de ce qu'elle a fait de l'histoire... de ce qu'ils ont fait de l'histoire avec Kuramada, bien sûr. Senseiya. Mais lisez Senseiya, je sais que les graphismes peuvent rebuter certains par rapport au tout premier de l'époque, parce que ils sont un petit peu peut-être désuets, moins jolis entre guillemets que ce que l'on peut retrouver maintenant sur certaines séries. Moi j'aime beaucoup. Que ce soit l'ancien ou le nouveau design, j'aime
Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo peut-être dédiée à mes Senseiya parce que j'en ai pas mal à vous présenter. En attendant, celui-ci, très très sympa. On reste dans le côté graphique avec deux comics que j'ai à vous présenter. Le premier, il s'agit de Berserker. Alors, attendez. Keanu Reeves, déjà, on s'arrête sur le monsieur. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance avec le monsieur et l'acteur? C'est normal, c'est Keanu qui a fait ce comics, avec l'aide de Matt Kind, de Ron Garney et de Bill Crabtree. Et c'est publié chez Boom, c'est ça? Oui, chez Boom Studio, c'est ce qui est marqué sur la tranche. Et c'est ultra bourrin, très sanglant, très bagarre, très... ça envoie dans tous les coins. En même temps, le titre s'appelle Berserker, ça allait pas être tout doux. Mais j'ai beaucoup aimé, énormément de questions avec ce personnage qui est donc surnommé le Berserker parce qu'il est né pour faire la guerre, il est né pour tuer et il n'arrive pas à mourir. Donc, dans ce tome-ci, il va y avoir une rétrospective de son passé quand il va discuter avec des médecins qui essayent, par justement son histoire, de trouver, entre guillemets, un remède. Ils disent trouver un remède, mais quand on a quelqu'un d'immortel face à soi, je pense qu'il cherche également à trouver la cause de son immortalité pour pouvoir après la monnayer. Mais en attendant, dans le tome 1, en tout cas, il se concentre sur essayer de trouver un remède pour le faire mourir, ou en tout cas pour trouver pourquoi il a cette condition-là. Et c'est très violent, c'est uniquement en anglais parce que pour le moment il est sorti qu'aux États-Unis. Le tome 2 est sorti, ou va sortir en novembre si je ne me trompe pas. Et il y a énormément de questions dans ce premier tome que j'attends d'avoir les réponses. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de scènes parce que tout est très violent. Donc je ne suis pas sûre que YouTube apprécie, mais 2-3 pages histoire de vous montrer à quel point c'est visuellement très sombre, très sanglant, mais très beau également. Et ce que j'adore avec les comics, c'est qu'à la fin, on a quelques pages, quelques storyboards des différents dessinateurs qui reprennent de leur manière ce comics. Moi j'aime beaucoup voir leurs planches, voir leur style de dessin. Je trouve ça super chouette. Regardez, mais comme c'est classe. Là on reconnaît bien, surtout là je trouve, on reconnaît bien que c'est Keanu Reeves. Donc super chouette, mais attention, très violent à pas mettre entre toutes les mains. Et le deuxième et dernier comics, Revival, il est encore là, mais c'est le tome 7. Là, j'arrive lentement mais sûrement vers la fin parce qu'il y a 8 tomes. Ah là 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 là. Que de révélations, que de bordel là-dedans, que de sanglants, que de questions encore qui arrivent sur la fin. Le prochain et dernier tome arrive incessamment sous peu. Je vais être très triste, je pense, en la quittant cette série parce que je l'aime beaucoup. Et c'est dommage qu'on ne la voit pas passer plus souvent parce que c'est une super série de comics qui d'ailleurs a été trouvée, encore une fois à ma médiathèque. Donc je vous la recommande si vous l'avez près de chez vous ou si vous pouvez vous la procurer. Moi je l'ai trouvée super sympa. Assez sanglante aussi, donc essayez d'un petit peu de s'accrocher, mais en même temps moi j'adore les comics un petit peu gore comme ça, donc vous vous en doutez, celle-ci, elle m'a beaucoup plu. Je vais continuer avec un semi-graphique, on va dire, et après on basculera sur les romans. Alors j'ai deux semi-graphiques à vous présenter, qui sont très très grands. Ils vont faire un problème dans la miniature, tellement ils sont grands, regardez par rapport à ma tête. C'est Secret de vampire. C'est de Julie Légère, Elsa White, Laura Pérez, et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Et, comme son nom l'indique, c'est un concentré de tous les secrets vampiriques qu'il y a de par le monde et à travers les âges. Comment le mythe originel est arrivé, quels sont les moyens pour les tuer, quelles sont l'évolution du mythe vampirique à travers les âges, comment cette image du vampire a été utilisée dans les médias, pour le cinéma, pour les livres. On va passer autant du côté de l'église, du côté de la médecine, que du côté du fantastique avec Stoker, avec Anne Rice, avec des grands noms de la littérature et du cinéma du vampire, les adaptations de Coppola, bref. Le tout super bien
dessiner. J'aime beaucoup le style de dessin. Et on apprend des trucs super intéressants. Pas de manière très lourde, c'est quand même assez aéré, très bien illustré. Et j'aime beaucoup le petit côté, c'est une vampire qui raconte et qui s'ennuie. Et donc comme elle s'ennuie, elle a cherché la source de ses origines. Moi j'ai trouvé ça très sympa, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve ça très joli, très intéressant. Et il était parfait pour la période d'Halloween. Parce que donc vampire, un petit peu spooky, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Et il est lié également au deuxième livre que je vais vous montrer tout de suite. Et le deuxième, c'est celui sur les sirènes. Les vampires, maintenant les sirènes. Je crois qu'il y a encore un sur les sorcières que je n'ai pas encore lu. Je pense que je vais essayer de tous les lire parce que je trouve ça super intéressant. Et les sirènes, c'est de Rémi Giordano, Olivia Godard, toujours Laura Pérez, je pense que c'est celle qui fait les dessins. Et c'est toujours à la Martinière Jeunesse. Et comme les vampires, j'ai trouvé ça très sympa, la concentrer sur le mythe de la sirène, avec pareil, ça nous retrace l'origine des sirènes par-delà les âges, sur divers continents, comment les contes et légendes ont évolué au fil du temps. On va retrouver différents folklores, avec par exemple Mélusine du folklore français. On a Mami Wata, d'une légende vaudou. On a, j'en ai vu une là, voilà, Sedna, des légendes inuites, le tout, une fois de plus, magnifiquement bien illustré. C'est très beau, c'est très intéressant, et j'ai beaucoup aimé cette collection de la Martinière Jeunesse. Je vais essayer de me procurer celui sur les sorcières et regarder s'il y en a d'autres dans la même série, parce que c'est très sympa. Et quand on aime bien un petit peu tout ce côté un peu mystique, mythologique, folklorique, et on en apprend beaucoup. Donc, si vous aimez ou les vampires, ou les sirènes, n'hésitez pas, ils sont super sympas. Basculons maintenant dans les romans. Je vais commencer par ceux que j'ai en physique et après je continuerai avec ceux en e-book. En physique, j'ai lu D'or et d'oreiller. C'est pas facile avec la ring light parce qu'il brille sinon 2000 feux. Vu qu'il y a de l'or, il y a sur justement de l'or et de l'oreiller. C'est de Flore Vesco et c'est publié chez Medium Plus, si je ne me trompe pas. Chez Medium Plus. Alors, c'est trop beau. Déjà, j'aime beaucoup la couverture et j'aime surtout l'intérieur. C'est très joli, c'est bien présenté et chaque en-tête de chapitre a un petit truc comme ça qui est très mignon. Et franchement, point de vue lecture, c'est très aéré avec une police d'écriture assez grosse, donc franchement, très agréable à lire. Pas du tout fatigant pour les yeux, non, ça se lit très bien. Et point de vue résumé, on va être sur une reprise de conte. On est sûr. C'est un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Anderson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui, à Blenkinsop Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu sans parents ni chaperon. Quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille ? Malgré tout, Mrs. Watkins y envoie ses 3 filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord. Cette dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est tant mieux, car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret, la nuit, dans leur lit. Une donc réinterprétation du conte de la princesse et du petit pois, que je ne connais pas du tout, donc que je n'ai jamais lu, donc j'ai pu apprécier de manière totalement nouvelle, de manière totalement vierge, ce nouveau conte, cette nouvelle réinterprétation, sans être un petit peu, on va dire, parasité par l'ancienne version que je ne connaissais donc pas. Et j'ai beaucoup aimé, la plume de Flore est très jolie, très douce, très délicate, et en même temps elle arrive à insuffler un petit côté cruel derrière, un petit côté justement sorcellerie, qui est pas mal du tout. Parfois des trucs un petit peu étranges, que je ne peux pas trop vous révéler, sinon ça va vous spoiler. Mais oui, il y a des moments où j'étais en mode, oui quand même, c'est assez spécial. Il faut avoir une certaine imagination pour trouver ça. Mais sinon, très agréable, j'ai beaucoup aimé la plume, qui est très fluide, très envoûtante, et qui fait assez conte, mais conte moderne. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Elle faisait partie d'ailleurs des finalistes pour le prix du PLIB 2022. Et donc j'ai enfin pu en découvrir un sur les 5,
j'avais énormément de retard, mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc, une belle découverte, pareil à ma médiathèque. Ma médiathèque est fantastique. Donc je vous le recommande parce que c'était une belle découverte avec une écriture très originale et une réinterprétation de contes pour le moins moderne. Alors là, attention, 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 on s'arrête 30 secondes parce que c'est le premier coup de cœur de cette vidéo. J'en ai deux. Les deux vont se suivre dans un genre complètement différent l'un et l'autre, mais alors lui, j'ai mis un peu de temps à lire parce que c'est un petit pavé. Mais qu'est-ce que c'était bien! J'étais prise dans cet univers, c'était fabuleux. Je vais vous parler de Les Maîtres Enlumineurs. C'est de Robert Jackson Bennett et c'est publié chez Albin Michel Imaginaire. Et ça a été traduit de l'anglais par Laurent Philibert Caya, je suppose. Caya, ouais. Et l'illustration de Didier Graffet, parce que franchement la couverture est incroyable. Je l'ai trouvé mais génial en tout point. Génial point de vue couverture, génial point de vue histoire, génial point de vue action, génial point de vue traduction. C'était trop bien! L'imagination de cet auteur est sans limite. Elle est fabuleuse. Mais tout de suite, le résumé pour que vous sachiez pourquoi j'ai tant d'engouement pour ce livre. Toute l'économie de l'opulente cité de Thévan repose sur une puissante magie, l'enluminure. À l'aide de sauts complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés et contournent les lois de la physique. Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le passé des objets et d'écouter chuchoter les enluminures. Engagée par une des grandes familles de la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que cet artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Thévan à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre choix que de se trouver des alliés. Oh là là, que c'était génial! Mais ce concept de l'enluminure, de pouvoir à l'aide de sauts, à l'aide de magie, à l'aide d'un peu de sorcellerie, ouais, de créer des objets vivants quelque part, entre guillemets, je sais pas, une lampe qui va faire de la lumière en continu et qui va suivre son propriétaire en pensant qu'elle a le pouvoir de marcher. Je ne sais pas, une clé qui peut ouvrir toutes les portes, ça peut être une ceinture qui nous fait voler, plein de choses, tout est permis. Franchement, c'est incroyable l'imaginatif. Il y a dans l'esprit de l'auteur qui nous a créé quelque chose de fou comme ça, un univers à la fois complexe, prenant, intéressant et fantastique à souhait. Sancia, l'héroïne, elle a des qualités, elle a des défauts, elle arrive à jouer sur les deux plans pour pouvoir être à la fois attachante, agaçante, on a peur pour elle et après il y a des moments où on a envie qu'elle redescende sur terre, d'autres moments on est à fond avec elle, on a peur quand elle a des ennemis qui sont pas loin. On est touché par sa relation avec les enluminures et son passé. C'est génial. Chaque personnage est bien creusé avec une histoire complexe, avec un passé, avec un soupçon d'avenir où on sait qu'il va y avoir autre chose derrière. Et franchement, je me suis régalée. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un tome de fantaisie comme ça où j'étais happée par l'histoire et dans lequel je me sentais tellement bien que je voulais y rester. Je dévorais les pages, mais à chaque fois je me disais non, freine un peu. Il est gros, certes, tu vas mettre du temps, mais freine un peu, t'es bien dedans, prends le temps d'apprécier l'écriture, d'apprécier la traduction et d'apprécier l'imaginaire de l'auteur. Génial. Premier tome d'une trilogie dont le second tome est déjà sorti. J'ai bien hâte d'aller le découvrir lui aussi, mais pareil, c'est un bon petit pavé. Le second également, 600 et quelques pages. Donc, ça met un petit peu de temps à se lire. Et là, malheureusement, j'ai trop de lectures en cours, en retard à faire pour pouvoir aller sur le second tome tout de suite, même si j'en ai très envie parce que le premier était génial. Ça annonce le précurseur d'une trilogie fabuleuse. Je ne sais pas si le second tome est à la hauteur du premier, mais alors lui, génial, moi je l'ai adoré. Vivement le tome 2, vivement déjà le tome 3, même si je ne sais pas ce qui s'est passé dans le 2, mais c'est vrai que la fin de celui-ci annonce un arc
Il va y avoir énormément, je pense, de rebondissements, d'actions, de retournements de situation, de trahison. J'ai très très hâte de savoir ce qui va se passer. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, je vous le conseille. Si vous êtes fan de fantasy et que 600 et quelques pages ne vous font pas peur, foncez les yeux fermés, c'est vraiment une petite pépite celui-ci. On en arrive au deuxième coup de cœur de cette vidéo et on passe dans un genre complètement différent, le thriller. Oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de thriller, n'est-ce pas? Mais là, une découverte d'auteur, d'une pépite, d'une plume, d'idées folles là aussi. Je vais vous parler de Surface de Olivier Norek, publié chez Michel Lafon. Ah, mon premier Olivier Norek, enfin, oui, je découvre cet auteur. Ça fait 8000 ans qu'il existe à peu près, qu'il a fait déjà plein de livres, et je ne les découvre que maintenant, mais oh, quelle belle découverte! Génial, lui aussi à ma médiathèque, et la femme avec qui j'ai parlé de ce livre m'avait dit « Ah ouais, celui-ci il est génial, et pour découvrir cet auteur, rien de mieux parce qu'il a une plume incroyable. » Oui, je confirme, il est superbe. Le résumé me parlait pas beaucoup, comme vous pouvez voir, il y a 4 lignes qui disent « Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas, personne ne veut de son enquête. » Très mystérieux, on n'en sait vraiment pas plus, et on ouvre et on découvre la violence de l'impact que cette plume a sur ses personnages, sur le lecteur, sur le fil de l'histoire, et l'incroyable puissance justement du côté addictif de cette plume qui m'a fait le dévorer en 2, si ce n'est vraiment un jour, parce que il se lit super vite. C'est dû également au fait de la mise en page qui quand même a une police très grosse avec un interligne assez important qui fait que c'est très aéré, ça se lit très bien et très vite. Il était génial. La puissance de l'écriture d'Olivier Norek dans Surface, j'ai été bluffée, subjuguée, happée, tout ce que vous voulez en est, mais j'ai adoré. Et nul doute que c'est mon premier, mais certainement pas mon dernier roman de cet auteur, parce que Surface, oui, franchement j'ai adhéré à 300% à sa plume, j'ai envie de découvrir le reste, mais en tout cas celui-ci, il est génial. Avec cette policière qui commence avec un accident, qui en a pris plein la tronche, qui en a bavé, et qui va continuer à en baver parce que son équipe et sa hiérarchie ne veut plus d'elle à Paris. Il l'envoie faire une enquête au fin fond de l'Aveyron, dans un petit village dont personne n'a jamais entendu parler, où les gens sont semi-contents de la rencontrer parce qu'elle a un grand nom quand même, une grande renommée au 36, mais en même temps ils sont pas spécialement contents de voir une Parisienne débarquer chez eux, petits provinciaux, avec ces clichés de Parisienne sur la vie des villageois de province. Et cette enquête incroyable qui fait ressurgir un passé dont personne ne voudrait vraiment qu'il remonte à la surface, justement. Incroyable. Ce mot surface, il veut dire tellement de choses. La surface de ce lac que l'on voit sur la couverture, qui est très important également dans le livre. La surface de l'enquête, la surface de l'âme de la jeune policière qui en a bavé, la surface de... Je ne sais pas si on le voit bien, mais de ce bidon qui refait surface après des années et qui va créer tout un bouleversement et un enchaînement de situations et d'enquêtes qui sont incroyables. Ah, c'était très chouette. L'action, la psychologie, le côté province contre capitale, le côté vraiment enquête à 2 vitesses presque, parce qu'ils ont l'habitude d'être assez tranquilles, avec très peu de cas bizarres, très peu de délinquance, quasi aucun meurtre. Et là, une femme de la capitale qui arrive, où la capitale tout va à 100 à l'heure, il y a des crimes tout le temps, que ce soit de la délinquance, que ce soit des meurtres, que ce soit des vols, des enlèvements. Il n'y a pas tout ça là-bas dans l'Aveyron, tout est beaucoup plus calme. Donc vraiment, deux vitesses, 2 écoles, 2 façons de faire, de vision qui sont géniales, confrontées à la plume d'Olivier Norek qui, une fois de plus,
est belle, captivante, dure, et elle en fait vraiment baver à ses personnages et au lecteur qui est vraiment suspendu à ses mots, suspendu à chaque fin de chapitre en mode il faut lire la suite, c'est incroyablement bien fait. Je pourrais en parler des heures, mais celui-là, franchement, je vous le recommande à 300%. Le Black November arrive en plus. Si vous savez pas quoi lire dans les thrillers, celui-ci, il est vraiment génial. Alors, je vais vous parler maintenant des SP que j'ai reçus et que j'ai lus au mois d'octobre. Je vais pas trop m'étaler sur cette vidéo-ci parce que je pense qu'elle sera déjà beaucoup trop longue avec tout ce que je vous ai présenté à l'instant. Et je n'ai pas envie que ça fasse redondant avec la vidéo qui va être spécialement dédiée au SP, pas que vous vous ennuyiez à regarder 2 fois la même chose. Donc je vais passer très vite sur ceci. Donc le premier SP que j'ai eu, c'est Valse froide. C'est de Pierre Thierry et il s'agit de 3 nouvelles. Je ne vous en dirai pas plus, sachez juste que Valse froide pour la période un petit peu automnale, début hivernal, je trouve qu'elle serait parfaite. Très très beau, avec une très jolie plume. Et ça peut peut-être me faire renouer avec le genre des nouvelles parce que celles-ci, je les ai beaucoup aimées. Les specs suivants sont tous en version e-book, donc je vous montre une fois la liseuse, mais après je vais la poser parce que j'ai besoin de discuter avec mes mains. Donc le suivant, il s'agit de Fallen Angel Lane de Fazia, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée si c'est pas le cas. Je vous mets tout de suite la couverture ici, comme ça, déjà parce que comme ça vous aurez la meilleure prononciation que moi, et vous pouvez voir une très jolie couverture qui va annoncer un mélange entre science-fiction, fantastique, expérience scientifique pas tout à fait légale, que j'ai beaucoup aimé. Un cocktail très sympa, où on va suivre une jeune fille, Lane, qui a un passé assez trouble qu'elle cherche à oublier et que le lecteur ne connaît pas. On va essayer de creuser un petit peu au fil d'une enquête avec un jeune homme qui va essayer de l'aider, qui va essayer de savoir pourquoi elle est si renfermée sur elle-même, pourquoi elle cache tous ses secrets, et en cherchant à divulguer les secrets de cette jeune fille, ça va lui permettre de trouver des réponses sur la mort de sa mère qui est assez mystérieuse. Je ne vais pas vous en dire plus, une fois de plus, je vous renverrai à ma prochaine vidéo, mais sachez que j'ai beaucoup aimé. Le seul petit truc que je pouvais lui reprocher, c'est malheureusement les énormes fautes qu'il y a dedans, parce qu'il en est jalonné. Je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau de la relecture qui est très dommage, mais passé ce détail, l'action, les nombreuses questions, le côté un petit peu science-fiction m'ont beaucoup fait accrocher. C'était très sympa. Ensuite, on passe à un autre thriller policier qui s'appelle Le Morpho Bleu. C'est de Jean-Louis Rougeant. Et là, on va être dans un concept un petit peu policier, un petit peu thriller, un petit peu écologique, un petit peu scientifique et dans le monde de l'art. Tout ça à la fois, oui oui, avec le corps d'une jeune femme qui a été retrouvée et identifiée. Et quelques jours plus tard, le corps d'une autre jeune femme est trouvé à des milliers de kilomètres du premier lieu du crime. Et quand l'identification tombe, c'est le même prénom que pour la première victime qui ressort. Très sympa, avec des très bonnes idées, mais je vous renvoie à l'autre vidéo. Passons maintenant à Land of the Free de Keyot, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui là va nous amener dans l'univers de la drogue et de l'informatique. Avec un jeune homme qui est vraiment paumé dans sa vie, il se décide d'aller à Vegas et de changer sa vie, de ne plus se droguer, de trouver un job, d'aider sa cousine et de refaire sa vie, de la reprendre en main. Sauf que il retombe dans ses petits travers, il va retomber dans la drogue et le boulot qu'il va trouver va être également en lien avec la drogue. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va avoir des démêlés avec la justice? Vous en saurez plus en lisant ce livre et en regardant l'autre vidéo. Je peux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai énormément de mal avec ce sujet qu'est la drogue. Mais je ne vous en dis pas plus. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, elle est très vite addictive et devient elle-même une drogue pour le lecteur qui tourne les pages et ne sait pas s'arrêter avant d'arriver à la fin. Donc, lisez-le, il est franchement super chouette. Et le dernier livre que je vais vous présenter ici, je l'ai presque terminé, donc vous en saurez encore plus dans l'autre vidéo une fois de plus. Il s'agit d'une pièce de théâtre, comme dans un rêve, de Luc Morandé. Et c'est une pièce de théâtre, donc je ne suis vraiment pas habituée à ce genre. Donc, une découverte dans le monde du théâtre contemporain que j'apprécie pour le moment et que je n'ai pas tout à fait terminé, donc je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois.
Et je vais clore cette vidéo ici sur un dernier livre que j'avais complètement oublié, mais qu'il faut absolument dont je vous parle parce que je l'ai trouvé super chouette. Vous connaissez mon amour pour le monde de Caro from Ludland, de Mon automne cosy et Mon hiver cosy. J'ai retrouvé un petit peu cette sensation avec ce livre qui s'appelle Goûter d'automne. C'est de Deborah Julianos et c'est un livre de recettes illustré à l'aquarelle. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser au livre de Caroline Millet, déjà par son format qui est exactement le même et par son contenu qui est donc un concentré de douceur, de cocooning, le tout magnifiquement illustré à l'aquarelle. Je trouve ça super chouette. Et en gros, Goûter d'automne, comme son nom l'indique, ça va être un condensé des recettes que Déborah aime faire pour elle ou pour sa famille et qui sont en rapport donc avec l'automne. On va avoir une petite présentation très vite expliquée et illustrée sur toute la thématique autour du chocolat, autour de la citrouille, autour de la pomme, autour du sucré, du salé, autour de toute façon tout ce qui est un goûter réconfortant et délicieusement appétissant. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très chouette, le toucher en soft touch comme ça avec du doré sélectif, trop beau. Tout ça sur le thème de l'automne, évidemment comme c'est ma saison préférée, j'adore. Très très chouette. Avec à l'intérieur j'avais un petit marque-page aux couleurs de l'automne, ainsi que un petit stickers de cinnamon roll qui est délicieux et la petite carte de Déborah. Je vous invite à aller voir son site si jamais ça vous intéresse. Ce livre j'ai pu l'acheter grâce à une campagne Ulule. Je ne sais pas s'il en reste, je vous invite donc à aller voir son site pour voir s'il est disponible à la vente. Dans tous les cas, sinon elle propose des petits stickers, elle propose des cartes, elle propose des recettes, des petites bougies et plein d'autres saveurs automnales, cocooning, autour de l'aquarelle que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, pareil, je vous le recommande, il est délicieusement chouette. Et voilà, c'était donc cette fois-ci le dernier livre pour de bon qui clôt le bilan d'octobre dans toutes mes lectures. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble de ces fameuses lectures. Moi j'espère que ça vous aura plu, je vais aller lire d'autres livres et sur ce, je vais clore ici en vous disant à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!